Bonjour à tous, ceux qui sont à la fois sur Zoom, les autres sur Facebook. Bienvenue et merci de nous retrouver aujourd'hui pour un webinaire où nous allons parler des défis de la transformation digitale et notamment dans l'enseignement supérieur. C'est un vaste sujet lorsqu'on est une école comme le Normandie, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en avance, qui accompagnent des jeunes vers leur vie professionnelle, des jeunes hommes et des jeunes femmes depuis pas si longtemps, mais 45 quand même, et depuis surtout près de 150 ans. Et c'est d'autant plus un défi aujourd'hui avec des générations qui sont bercées par le numérique et par Internet, et encore plus, je pense, après la période de confinement que l'on vient de vivre et où le bilan aussi commence à se dresser sur ceux qui ont réussi le confinement et ceux qui ont un petit peu échoué. Et le constat est le même, c'est que ceux qui avaient déjà amorcé leur transformation digitale, où on peut parler aussi de maturité numérique lorsqu'on parle de transformation digitale pour une entreprise ou pour une école, eh bien ces entreprises-là, ces entités-là sont celles qui s'en sont le mieux sorties. Euh, donc, c'est un contexte idéal pour l'UM Normandie pour se confronter aussi son dispositif de Smart École qu'il a lancé depuis 2013. Nous sommes aujourd'hui 5 à participer à ce webinaire. Moi-même, que je vais animer. Je suis Valentin Blanchot, je suis le rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Siècle Digital. Je suis avec Elian Pilvin, directeur général de l'EM Normandie, qui vous fait signe. Rémi Chal, directeur général de l'EdTech France, Stéphanie de Basler, CDO, Chief Digital Officer de l'EM Normandie, et Olivier Lamiro, directeur EdTech de l'EM Normandie. Donc, avant de démarrer et d'entamer aussi sur les grandes questions qu'on a déjà préparées pour ce webinaire, sachez que vous pouvez nous poser des questions tout au long de la conversation. On prendra des questions au fil de l'eau. On ne se coupera pas la parole pour couper ces précédentes questions, mais on les prendra histoire d'avoir une conversation qui est plus vivante et que vous ne soyez pas uniquement spectateur et passif devant ce webinaire, mais que vous soyez aussi actif. Donc, je vais laisser la parole aux conférenciers pour qu'ils puissent se présenter les uns après les autres. Donc, nous allons commencer par vous, Elian. Oui, bonsoir. Je suis donc Elian Pilvin, je suis directeur général de l'EM Normandie et très heureux de faire ce webinaire avec vous ce soir. Stéphanie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Stéphanie de Basler, je suis toute nouvellement arrivée tout récemment à l'école, donc officiellement début mai, en plein confinement, pour accompagner, en fait, créer et accompagner la direction, la transformation digitale de l'école. Donc, effectivement, un enjeu très, très important, on l'imagine. Olivier. Donc Olivier, je dirige les technologies éducatives à l'école. Donc autant vous dire que j'ai eu quelques semaines bien occupées avec ce qui s'est déroulé et qui nous a appris encore plein de choses sur la transformation digitale des pratiques pédagogiques. Vraiment passionnant. Et last but not least, Rémi. Alors, je suis Rémi Chal, bonsoir à tous. Pour parler éducation, innovation, transformation et continuité pédagogique, je me suis plongé dans l'environnement naturel d'un collégien, vous voyez, qui se trouve être mon fils. Donc, je squatte sa chambre depuis maintenant quelques semaines. Voilà. Mais finalement, ce n'est pas si inapproprié comme décor. Et je suis directeur général d'EdTech France, qui est une association qui fédère aujourd'hui plus de 270 entreprises de la filière EdTech, donc toutes celles qui mettent l'innovation au service de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Et l'EM Normandie est un partenaire de longue date, historique aujourd'hui de l'association. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bien. Alors, nous allons démarrer. Ma première question s'adresse à vous, Elian, surtout avec l'actualité très chaude qu'on a vécue et qu'on continue de vivre encore à l'international et aussi un petit peu en France. Le Covid a bousculé beaucoup de pratiques et beaucoup d'organisations. Comment vous l'avez abordé, vous, à l'EM Normandie? On l'a tout d'abord abordé avec sérénité parce que, et Olivier en parlera plus amplement ensuite, mais la culture digitale à l'école était quelque chose déjà de très présent depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Vous avez parlé tout à l'heure de la Smart École, qui était effectivement un projet que nous avions lancé
qui avait vocation à commencer à initier des nouvelles modalités pédagogiques. Et puis, je dirais l'organisation en elle-même était acculturée au digital. Et quand il a fallu sauter sur les freins ou inventer un modèle de continuité pédagogique qui passait du full présentiel au full distanciel, on s'est d'abord dit « Oups, est-ce qu'on va réussir ?» Et puis après, on s'est dit « Mais en fait, on sait déjà le faire. » Et on l'a lancé. Alors, ça a demandé, effectivement, Olivier a beaucoup transpiré, mais pas qu'Olivier. Il a animé un collectif très, très fort au sein de l'école qui a été capable, en l'espace de 15 jours, de transférer en fait, des maquettes pédagogiques qui étaient des maquettes de présentiel, totalement en distanciel. Les volumes sont assez conséquents parce que je pense qu'il y a eu plus de 13 000 heures de cours qui ont été données, 2600 activités pédagogiques créées. Enfin, voilà, c'était des volumes sans commune mesure avec ce qu'on avait pu connaître. Et c'est surtout ce qui a montré la capacité de résilience de l'école et plus largement, j'ai envie de dire aussi de toutes les grandes écoles de management en France qui, pour la majeure partie, ont su faire face en fait, à ce défi qui était lancé par cette année Covid, tout en gardant en fait, l'excellence académique, ce qui est aussi le cœur du sujet, qui est la proposition de valeur et la garantie que nous donnons à nos étudiants. C'est, voilà, on n'a pas dégradé la qualité, on a même gardé, on a même été certainement plus exigeant dans la continuité pédagogique. Et ça a été, du moins les premiers retours que nous avons de retour d'expérience sont plutôt très positifs, aussi bien de la part des étudiants, ce qui était une vraie question, que de la part des professeurs qui ont aussi, eux, mouillé beaucoup la chemise et qui ont appris des nouvelles modalités de pédagogie. Voilà. Effectivement, c'est pas si évident aussi, je pense, à appréhender lorsqu'on doit donner cours et qu'on n'est plus au contact des élèves aussi pour tout ce qui va englober, je pense, la continuité pédagogique. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec une question pas si simple à répondre, mais il va falloir y passer. Elian, comment est-ce que vous définiriez la transformation digitale? Alors, je pense que très longtemps, on a défini la transformation digitale par les outils. C'est-à-dire que la transformation digitale, c'était la capacité qu'avait une organisation à implémenter des outils qui l'aidaient à être plus productive, à rationaliser ses process. Voilà. Et je pense qu'avec l'accélération des technologies et l'accélération de cette fameuse révolution du digital, aujourd'hui, on n'est plus sur une notion d'outil, on est sur une notion de compétences et de notion transformationnelle de l'organisation. Et en fait, le digital, aujourd'hui, c'est la capacité qu'a une organisation à prendre appui sur une structure, sur une architecture digitale pour pouvoir changer ses process et amener les gens, amener ses collaborateurs à envisager le travail différemment. On le voit aujourd'hui, hein, le télétravail qui était en 100% totalement inimaginable il y a encore quelques semaines ou quelques mois, tout le monde s'y est fait. Et ça, c'est de la transformation digitale. Et la transformation digitale de demain, c'est une transformation des usages, mais c'est surtout une acculturation des collaborateurs à travailler autrement. Voilà. C'est comme ça que je définirais la transformation digitale. D'accord. J'en profite pour proposer à nos autres intervenants, si vous avez des éléments à compléter ou peut-être une autre vision parfois, s'il y a débat sur la transformation digitale. Simplement, moi je viens aussi du monde de l'enseignement supérieur parce qu'avant être Tech France, j'ai passé 20 ans dans le SUP et j'ai dirigé aussi une grande école. Et il y a une difficulté particulière pour les grandes écoles de management ou les universités ou les écoles d'ingénieurs, peu importe, parce qu'il y a une double transformation à réaliser. Il y a une transformation de son organisation en tant qu'organisation, qui est une transformation à laquelle toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit leur secteur d'activité, sont soumises. Et puis, il y a aussi une transformation du produit qu'on délivre, c'est-à-dire du produit pédagogique. Vous vendez des yaourts, vous vous transformez en tant qu'usine de yaourts, mais vous ne transformez pas votre yaourt, il reste le même, ça ne devient pas un yaourt numérique. S'agissant d'éducation, d'enseignement, c'est un petit peu plus complexe que ça, et on va y revenir, parce que évidemment, la crise dans laquelle on est, ou dans laquelle on sort, a confronté toutes les écoles, toutes les organisations d'enseignement à cette nécessité, sinon d'accélérer sa transformation, ou du moins de l'entreprendre pour ceux qui ne l'avaient pas fait, en parlant du produit pédagogique. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'une crise comme ça a eu pour effet, parce que tous les acteurs, quels qu'ils soient, entreprises, organismes de formation, on s'y est mis. Alors, on s'y est mis au digital, un peu contraint, voire très contraint pour certains. Et en fait, ça a quand même démystifié beaucoup de choses. Ça a démystifié que ce n'était pas impossible, hein, et qu'en fait, on pouvait vivre dans un univers qui était différent,
celui qu'on connaît, dans lequel on a l'habitude d'agir, et puis celui qui est dématérialisé. Et on a appris en fait très rapidement par la contrainte à évoluer et à trouver une agilité dans les deux mondes. Et c'est ça qui est fort intéressant en fait, c'est-à-dire que la transformation digitale, elle est en train de s'opérer, elle est en train de se faire en fait un petit peu tout doucement, par une contrainte quand même, mais en tout cas elle s'effectue plutôt dans de bonnes conditions. Et donc on a appris et on se rend compte que il y a des bénéfices à en retirer. Il n'y a pas que des bénéfices, il y a quand même beaucoup de bénéfices à en retirer. Oui, si je peux compléter, effectivement, parce que avec la fonction qui est la mienne, il faut que je dise quand même un mot de la transformation digitale, parce que je la vois, ça serait dommage. Mais justement, sans avoir le recul sur le monde de l'enseignement, donc c'est tout l'intérêt aussi d'avoir dans les équipes de précieuses ressources comme celle d'Olivier Lamiraud, effectivement. Mais forcément, mon point de vue, c'est que la transformation digitale, elle est forcément très très large, elle est complètement transversale. Donc, quand on parle de modification de la façon de travailler, de l'organisation, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'imaginent pas ce que ça va impliquer et qu'effectivement, c'est revoir complètement la façon dont on travaille ensemble, dont on partage l'information. Je rejoins Elian sur le fait que les premiers temps, c'était les outils, forcément. Hein, on pense aux outils, mais les outils ne sont là que pour accompagner et pour aider. Mais très clairement, c'est revoir la façon de partager de l'information, de travailler en mode collaboratif. Alors, c'est pas que des mots, ça révolutionne beaucoup de choses. Et casser les silos, c'est pas qu'à l'administration qu'on demande de le faire, c'est aussi dans nos organisations. Travailler en mode transversal et en mode projet. Les outils digitaux permettent de le faire. C'est d'aller beaucoup plus loin aussi sur la donnée. Hein, enfin, on va forcément y revenir parce que dans digital, derrière tout ça, la donnée est au cœur de la transformation digitale, effectivement, des organisations. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la partage? Comment on la valorise? Comment on imagine de nouveaux business models? Donc ça va très, très, très loin, en fait. Hein. Ce n'est pas juste une façon de travailler différente, c'est aussi créateur de valeur ajoutée et effectivement de repenser le business model des organisations. Donc, les écoles de management n'échapperont pas à cet impératif qui, je pense, est une opportunité. Hein. D'ailleurs, vous levez un point, je pense, qui est très intéressant aussi sur l'utilisation de la donnée. On ne s'y attend pas spécialement lorsque c'est lié à l'éducation. Du coup, ma question pour Rémi et vous, Stéphanie, qu'est-ce qu'on va agréger comme données? Est-ce qu'on va agréger plutôt sur de l'usage ou sur de l'apprentissage? Et qu'est-ce qu'on pourrait arriver à créer ou voir émerger en exploitant mieux la donnée dans les écoles? Avant de l'exploiter et d'en faire quelque chose, il faut déjà qu'elle soit de qualité. Donc, il y a déjà un gros travail en fait de structuration de la donnée pour qu'effectivement elle soit exploitable. On sait tous que, pareil, les meilleurs outils du monde, s'ils sont mal renseignés, ça ne produira pas de la donnée de qualité à la sortie. Donc, si on veut produire de la valeur ajoutée à partir de cette donnée, il faut déjà faire un gros travail effectivement d'uniformisation, de structuration de la donnée. Ça fait partie de ma mission et je vais laisser Rémi compléter, mais dans une école, il y a plusieurs publics, on va dire. Enfin, moi, j'ai plusieurs clients, hein. J'ai les effectifs, les salariés, donc qui doivent produire de la donnée qui va permettre de piloter. Ce sont des outils de pilotage et si on a de la donnée de qualité, on peut piloter plus finement. Et puis on a nos premiers clients qui sont les étudiants, qui sont à la fois fournisseurs de données et consommateurs de données. Donc ça, je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir aussi autour de ces notions-là. Je suis heureux qu'on parle de la donnée dès le début parce que c'est évidemment un élément absolument clé du sujet. Il n'y a pas vraiment dans les organisations encore cette véritable culture de la donnée. Moi-même, en tant que directeur d'école, j'ai vu arriver le spectre de la data il y a quelques années, mais il y a moins de 10 ans, et c'était surtout pour utiliser dans le marketing, pour nous vendre ce qu'a priori on appréciait, quoi. Donc il y a à la fois la donnée à une échelle, je dirais, macro, celle de l'organisation, celle de la population des étudiants, qui est, comme l'a dit Stéphanie, un excellent outil de pilotage, ça c'est une évidence. Et puis il y a aussi la donnée à l'échelle micro, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe
je fais le même cours à 100 personnes, j'individualise des parcours de chacun, quoi. Et ça, c'est l'intelligence artificielle au service de l'éducation. C'est une vraie transformation de la façon d'enseigner, de la façon d'apprendre. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ces deux visions de la donnée en tant que pilotage à une échelle plus macro. Et ça pourrait être l'échelle du pays aussi, hein, parce qu'il y a des données éducatives. Chacun de nous en a produit ou en produit. Et puis, à l'échelle d'une salle de classe, utiliser les données de chacun, les traces d'apprentissage pour individualiser le parcours de chacun, le fameux adaptive learning. On va se projeter, elle est à 3-5 ans. Je suis étudiant dans une école. Je me connecte. Et sur mon écran, on me dit quel métier tu veux faire. Alors je dis, ben, voilà le métier ou les métiers que j'ai envie de faire. Et l'écran me retourne, voilà les compétences dont tu as besoin. Alors, c'est pas choisi au hasard. Effectivement, il va interroger les datas qui sont à l'extérieur et ces datas, ce sont les datas des entreprises qui disent « moi, j'ai besoin de telle compétence, de telle compétence, de telle compétence pour tel métier ». Et donc, d'emblée, l'étudiant dit « je veux faire ce métier-là, voilà les compétences que je dois acquérir ». Et mon école, elle va être capable aussi de me retourner l'information suivante « et bien voilà les entreprises qui recrutent sur ce métier-là. Donc, est-ce que ça t'intéresse ?» Et puis, elle me dira aussi, l'écran me dira également, eh bien, voilà les étudiants diplômés de ton école qui exercent ce métier-là dans telle entreprise et tu peux les contacter. Donc, c'est tout ça, ce travail autour de la donnée. Donc, évidemment, il y a l'individualisation. Il y a le fait, effectivement, où on va pouvoir imaginer des systèmes de formation où un étudiant, c'est un individu. Et cet individu-là, il est unique et on va pouvoir lui offrir un service qui est unique pour accomplir quelque part son rêve de devenir telle ou telle personne dans telle entreprise. Et ça, ce système-là, il est dynamique parce que la data aujourd'hui, elle est dynamique en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire. C'est pas encore des hypothèses, c'est en train de se faire. C'est une des situations qui se dessinent dans l'enseignement. D'accord. On reste avec vous, Olivier, pour notre première question qui nous vient d'un participant qui concerne l'Afrique. Avec cette pandémie, le système éducatif ivoirien a été mis à l'épreuve. Comment aborder cette transformation digitale en Afrique? Alors, ce n'est pas forcément une question comme ça très évidente, mais donc je vois la question là, qui vient de Côte d'Ivoire et donc sur toute la sous-région. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que pour l'Afrique, ce qui est important, c'est comment j'accède en fait au réseau. Et donc, on parlait de la donnée, et donc c'est comment j'accède au réseau. Et aujourd'hui, tous les modèles de formation qu'on doit réfléchir sur le continent africain et sur certaines sous-régions, c'est comment mon téléphone, et essentiellement mon téléphone qui de plus en plus a des connexions, on va dire, de haut débit, va être capable de m'amener jusqu'à la bonne donnée, à la bonne source d'information. Depuis quelques années, l'Afrique se développe beaucoup autour de toutes les associations francophonie pour développer des espaces numériques sur les différents campus dans les différentes capitales africaines. Donc, tout ça, c'est un univers qui se construit, qui se développe depuis plusieurs années. Il y a des services aussi de formation par satellite qui arrivent. Il y a de plus en plus aussi d'auteurs de contenu africains, parce que le contenu est aussi une denrée essentielle en fait dans le développement des savoirs et des compétences aujourd'hui pour les personnes qui apprennent. Et sur le continent africain, en fait, la donnée, le contenu, la ressource pédagogique était rare. Hein, je veux dire qu'on parle en Afrique du livre par terre. Hein, c'est le livre d'occasion qu'on nous envoie, etc. Aujourd'hui, le digital a tout révolutionné. Le savoir est partagé. Et en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est partager ce savoir, je dirais, autour des contenus et de l'accessibilité aux contenus. Et ça passe très souvent par le mobile. Donc, pour faire face à une pandémie comme celle-ci, en fait, c'est vraiment de travailler sur l'usage et sur la technologie qui permet d'accéder au savoir. D'accord. Et si on reste sur ce sujet et tout ce qui est côté pandémie et ce qui a bloqué beaucoup de fonctionnement, qu'est-ce qui a été mis en place à l'EM pour permettre aux élèves à la fois de continuer à suivre leurs cours, mais aussi il y a une problématique qui est celle des examens à passer, peut-être sur des soutenances de mémoire ou sur des examens qui étaient à l'écrit à l'époque et surveillés. Oui, ce qui est étonnant en fait, dans la manière dont on l'a vécu. C'est-à-dire qu'on était, comme tous les jours, depuis des années où le matin, on allait à une adresse physique, et un lundi matin, on était sur une adresse virtuelle. Et donc, toute l'école
ses enseignants, ses étudiants, ses services support. Un lundi matin à 8 heures, tout le monde était en ligne. Le rendez-vous était là. Et donc, on a vu en fait s'allumer les compteurs, les chiffres, etc. Et je veux dire par là, c'est qu'en l'espace de 2 semaines, ce qui fonctionnait dans le mode physique, on l'a transposé en fait dans le virtuel. Et donc, on s'est dit surtout, cherchons, et Lyon a donné le mot tout à l'heure, il faut surtout, enfin, notre leitmotiv, c'était l'excellence académique. Et faire en sorte que le service qui était attendu par nos étudiants soit le même service, en fait, même s'il y a eu la crise et même si on passe au virtuel. Voilà, c'est ça, en fait, qui a fait qu'on a cherché et apporté les solutions qu'on a données. Donc, c'était, premier point, l'agenda, l'emploi du temps que vous avez, il est comme ça, il ne bouge pas. Donc, tel jour, vous allez toujours dans les salles de cours. Ce ne sont pas les mêmes, elles sont virtuelles, mais ce sont vos salles de cours, ce sont vos profs, ce sont vos collègues de promo et tout, c'est la même chose. Et donc, on a profité des 15 jours, en fait, pour former quand même tous les acteurs, parce qu'il y avait quand même dans cette période-là 400 personnes à peu près qui étaient concernées. Donc, il a fallu les former, et là aussi, plutôt de manière individualisée, par petits groupes, et tout le monde n'a pas la même agilité avec les technologies, hein, il faut le reconnaître, et donc de les former de manière individualisée pour que ce fameux lundi matin à 8 heures, ils soient à l'aise face à leur public dans un contexte très différent. Et ce contexte différent, qu'est-ce que je fais face à un écran, face à des étudiants derrière des écrans, face à des comportements que je ne connais pas, à des animations, à de l'interactivité que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Voilà, on a cherché à les sensibiliser à tout ça avec ces créneaux de formation. Donc, ce qui fait qu'on a quasiment, depuis mars, fait 12 000 classes virtuelles, quoi. Je veux dire, et c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont totalement étonnants. 12 000, on a 2 téraoctets de cours en replay. Enfin, c'est même des services qu'on n'avait pas préalablement. Donc, on a en plus apporté une amélioration du service. Et puis, pour les examens, voilà, ça a été le même objectif, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça change en fait? Et je pense que là aussi, en fait, on a progressé sur les modalités de l'examen. Puisqu'on ne pouvait pas faire totalement la même chose que dans le physique, on s'est dit, mais comment on peut faire pour avoir le même niveau d'exigence? Donc, en fait, on a fait un mix d'évaluation qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et donc, je pense qu'on en ressort plus riche par ce mix. Et en tout cas, pour les étudiants, c'est plus intéressant, que ce soit de l'oral, de l'écrit, du travail de groupe, du business game. En fait, on a pu tout faire dans les examens. D'ailleurs, vous avez parlé des nombreux téraoctets qu'il y avait de cours et de replays, ce qui met aussi en avant le besoin d'avoir une direction des systèmes d'information, une DSI qui est solide, qui est adaptable et qui est aussi que c'est un des moteurs, si ce n'est le moteur de la transformation digitale. Et là, ma question s'adresse à tous les conférenciers, ceux qui voudront bien y répondre. Peut-être Stéphanie? Oui, si tu peux me reposer ta question, j'ai eu une petite coupure de. Je ne pas bien. La dernière. Non, la connexion n'est pas toujours très bonne. Je vais rester vers mon micro. J'attendais la suite. Ma question, si je la recondense, c'est de savoir si la DSI est un des moteurs ou si ce n'est le moteur principal dans la transformation digitale des entreprises et pas forcément que des écoles. Alors, c'est presque une question piège puisque la DSI dépend de ma direction. Donc, à la fois, bien sûr, enfin, pour moi, c'est pas forcément un moteur. La DSI, encore une fois, c'est une fonction support, donc c'est ce qui va aider, c'est ce qui va effectivement, Olivier expliquait, hein, tout le monde n'est pas agile avec les outils, donc la DSI est là à la fois pour accompagner, donc ça clairement dans la transformation, il y a la notion d'accompagnement des équipes. Mais la DSI, et c'est là que je prends un petit peu de recul, ne doit pas, doit élargir aussi son point de vue et son champ de vision parce que sinon on s'enferme dans les outils, encore une fois. Et c'est toujours dangereux. Il faut d'abord raisonner, penser usage, penser utilisateur et finalité plutôt que comment. Voilà, donc évidemment, on ne peut pas faire de transformation digitale
sans la DSI, mais il ne faut absolument pas que ce soit le seul prisme, parce que sinon, ça va être très réducteur et très orienté, encore une fois, outils. Donc, dans la DSI aussi, il faut qu'il y ait de la transformation. Mais ça se fait aussi, j'allais dire assez naturellement, parce que ce sont aussi des équipes qui, avec leurs connaissances techniques, peuvent être force de proposition. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend d'elles aussi, hein, faire de la veille. Parce que les outils, il y en a plein. Alors, enfin, on le connaît tous, hein, on a tous été confrontés à ça. Des applications, il y en a plein. Des outils, il y en a énormément. Et peut-être que la fonction de la DSI, ça va être aussi de faire un tri sélectif à un moment donné pour dire cet outil-là, il est peut-être très bien, mais il n'est pas du tout adapté à notre système d'information. Alors, soit on fait évoluer le système d'information pour l'intégrer, soit effectivement, on considère que non, ce n'est pas le bon outil. Et ça, c'est important parce que sinon, on peut se noyer aussi dans l'implémentation de toutes ces solutions-là. Il y en a énormément. Il y en a qui ne correspondent pas forcément à nos besoins et ce travail-là, il doit être fait avec la DSI. C'est le point de vue que j'ai aujourd'hui et je pense qu'effectivement, rien ne se fait sans, mais encore une fois, la DSI doit travailler de façon transversale avec les équipes. On ne peut pas décréter dans la DSI ce qui est un bon projet, ce qui n'est pas un bon projet, ce qui va être utile ou pas. C'est forcément des décisions qui sont collégiales et qui se font de façon transversale. Et pour compléter un tout petit peu, parce qu'il y a aussi en fait l'usager final qui doit rentrer. Il est tellement étonnant en fait dans ses choix et dans ses comportements et dans ses usages. Je veux dire, on fait nos choix, on forme les gens, tout est prêt, tout est au carré et on met en production. Et là, il y a plein de situations qu'on n'avait pas envisagées parce que l'utilisateur, il est dans 1000 contextes différents. Et en fait, il y a en plus ce souci de l'adaptation en permanence. Et donc, la force de la DSI, hein, comme tu dis, Stéphanie, c'est ça, en fait. C'est aussi d'être à l'écoute, en fait, de celui qui utilise, qui va nous remonter plein d'informations et qui vont nous permettre, en fait, d'adapter en temps réel quasiment, en tout cas au fil du temps, le service qu'on peut lui rendre parce qu'ils nous inventent des usages parfois plus étonnants les uns que les autres. Alors, j'ai une question. Je peux me permettre de réagir un petit peu au chat, parce que moi j'aime bien réagir au chat. Il y a Régis qui nous dit si on laisse la main à la DSI, c'est mort. Parfois c'est vrai, Régis. On ne dira pas où vous travaillez. C'était une question piège quand même, parce que si je dis ça, les équipes, elles vont me… Mais ça montre bien que c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes. C'est pas une histoire de robots, c'est pas une histoire de machines, c'est pas une histoire de technologie, en fait, tout ce dont on parle. Et je fais le lien avec d'autres observations, questions, remarques, inquiétudes qui sont perceptibles dans le chat sur la place de l'humain dans la transformation digitale. Olivier l'a dit, l'intelligence artificielle, c'est remettre l'étudiant au cœur du dispositif. C'est ne pas le considérer comme un numéro au milieu d'une promotion qui ne cesse d'enfler. C'est au contraire en faire de nouveau un individu, c'est améliorer la qualité du service, etc. La pédagogie, ce n'est pas une histoire de technologie, c'est d'abord et avant tout une histoire d'homme, une histoire de transmission, une histoire de… voilà, on ne remplacera jamais un enseignant. Je le dis parce que je le dis avec les tripes, j'ai été prof pendant 10 ans, j'ai dirigé une école, j'ai dirigé des équipes d'enseignants qui étaient inquiets de l'arrivée du numérique en se disant si on nous filme, on n'aura plus besoin de nous. On aura toujours besoin d'enseignants. Probablement que la posture de l'enseignant doit évoluer avec le numérique, on y reviendra peut-être, mais l'enseignant, le formateur, le mentor, appelez-le comme on veut, on aura toujours besoin de lui. Et si on s'en est un peu passé pendant cette période, c'était sous la contrainte. Personne n'a envie de ne pas pouvoir se retrouver dans une salle de classe. Le but n'est pas de tout mettre à distance. Le but est de garder le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le meilleur du monde que l'on connaissait et puis le meilleur du monde numérique qui nous permet d'enrichir l'expérience de l'étudiant, du formateur, etc. Et autant, là, je n'ai pas été payé pour dire ça, je tiens à le préciser, autant j'ai connu des DSI qui pouvaient effectivement être des obstacles parce qu'il y avait une vision très réseau et que tout ce qu'on voulait faire, ça allait mettre en danger, machin, ça allait créer une faille. Et moi, quand un DSI me dit « il ne faut pas faire ça », c'est comme si un garagiste me dit « il faut changer la courroie », j'y connais rien, donc je change la courroie. Et il y a des écoles, et notamment… à l'EM Normandie, c'est le cas où, au contraire, il y a la compréhension que ce n'est pas juste une question de tuyaux et de réseaux, que tout ça est intimement lié et une transformation réussie, elle se fait avec la DSI, elle ne se fait pas sans, mais elle se fait avec la pédagogie, elle se fait avec l'international, elle se fait avec les relations entreprises, elle se fait avec les anciens, elle se fait d'abord et avant tout avec les profs et les élèves. Voilà. D'accord. On reste avec vous, Rémi, et vous qui représentez plus de 260 entreprises, 270, je crois. Ça n'arrête pas de monter. Là, on est à 276. Là, voilà.
préciser. 276. Des entreprises spécialisées dans les technologies pour l'éducation ou des technologies de l'éducation. À quel changement ou du coup transformation, vu que c'est le sujet aujourd'hui, on doit s'attendre pour les années à venir? Qu'est-ce qui se dessine? Alors, d'abord, il y a trois, on va appeler ça des marchés. Moi, je représente des entrepreneurs, donc c'est cette approche-là, mais on va dire qu'il y a trois marchés dans l'high-tech. Il y en a un qui est très difficile, qui est celui de ce qu'on appelle le scolaire ou le K-12, c'est-à-dire les écoles primaires, collèges, lycées, où là, vous avez remarqué, il y a assez peu de numérique et la période de confinement a montré l'impréparation du système éducatif, même si les profs ont tenu, même s'il y a des outils qui ont été utilisés, pour autant, il y a un long chemin encore qui reste à parcourir. Il y a la formation professionnelle, la formation continue, où là, il y a une vraie maturité de ce marché. Et puis, entre les deux, il y a l'enseignement supérieur, où il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Encore une fois, la période l'a démontré, mais où on a des acteurs qui sont déjà plus en avance que d'autres. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation pédagogique, on pourrait penser qu'elle vient de l'école, mais en fait, elle vient plutôt du monde de l'entreprise parce qu'il y a une plus grande agilité, parce qu'il y a des besoins de monter en compétences qui sont énormes pour les entreprises, il y a des défis extraordinaires. La crise va accélérer ces besoins de formation, de transformation des collaborateurs, de reconversion aussi. Et le segment de marché le plus dynamique est celui de la formation professionnelle. Donc l'innovation pédagogique, elle se fait là. Et si on veut savoir ce qui se passera peut-être demain ailleurs, et notamment dans l'enseignement supérieur, même si parfois ça se passe déjà, il faut aussi regarder ce qui se passe par là-bas. L'intelligence artificielle, on en a déjà parlé, mais c'est évidemment un des sujets majeurs pour les raisons qu'on a décrites, l'adaptation des parcours, l'individualisation, remettre l'humain par l'intelligence artificielle au cœur du dispositif. La réalité virtuelle, la réalité immersive, il y a des choses qui arrivent qui sont extraordinaires. La technologie est en train de s'améliorer, le prix des équipements, des casques baisse, et on peut, comme c'était le cas au départ, se former sur des formations plus techniques, etc. Mais aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires sur les soft skills. On peut inventer aussi des campus complètement dématérialisés. Voilà, ça fait partie des choses en termes de technologie qui, à mon sens, vont arriver. Et puis, l'apprentissage par les pairs, l'apprentissage collaboratif, l'idée que l'apprentissage, ça se partage, qu'un élève peut aussi être producteur de savoir qu'il a à partager avec les autres élèves ou avec la communauté éducative. Et là aussi, il y a des outils technologiques pour répondre à ces défis. Mais on voit bien que la vraie question, avant d'être technologique, elle est d'abord et avant tout pédagogique. On dit parfois que dans EdTech, Ed comes before Tech. Moi, je ne viens pas du tout du monde de la tech, je viens du monde de l'éducation. Et je trouve des solutions ou des approches qui sont extrêmement intéressantes. Parce qu'on va d'abord parler de pédagogie. Et puis, il y a une dernière chose, et là, il y a un petit risque avec cette pandémie, c'est qu'on confond EdTech ou innovation ou technologie au service de l'éducation avec enseignement à distance. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça n'est pas mettre une caméra entre un prof et des élèves que d'avoir réussi sa transformation digitale. Ça, c'est le niveau zéro. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas le choix, c'est ce qu'on a fait dans un état d'impréparation absolue parfois. Mais demain, c'est autre chose qu'il faut penser. C'est comment est-ce qu'on enseigne différemment avec ces outils, parfois en distanciel, parfois en présentiel, sur des temps synchrones, sur des temps asynchrones, etc. Il va falloir véritablement rentrer dans le cœur de la salle de classe, travailler aussi avec les apports des sciences cognitives. Il y a des choses extraordinaires parce qu'on comprend un peu mieux comment fonctionne un cerveau humain aujourd'hui. Ça peut permettre de réécrire aussi des parcours d'apprentissage. Voilà de quoi demain sera fait avec, encore une fois, des humains au milieu, au centre et sur les côtés. Voilà. Toujours de l'humain. Ouais, c'est sûr que je pense qu'effectivement, notre futur, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des neurosciences et c'est de l'informatique. Et c'est cette combinaison-là qui va dessiner en fait le système de formation qui sera le nôtre, avec quand même des grosses inconnues pour les acteurs qu'on va dire traditionnels. Je vais prendre un exemple. Il y a une institution à Hong Kong qui diplôme ses étudiants en leur demandant de passer des MOOC et de valider des MOOC dans d'autres institutions. Bon. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur les autres pour diplômer ses propres étudiants. Donc, on voit émerger comme ça des acteurs qui sont en train de devenir des mandataires de la formation ou de bonne formation à travers le monde. Et donc, ça dit quoi? Ça veut dire aussi que le contenu, voilà, la ressource, la connaissance, le savoir, devient quelque chose de très important pour les institutions de formation. J'ai presque envie de dire que celui qui détient du savoir, du contenu, il a une pièce maîtresse entre les mains pour pouvoir déployer ses activités de formation, ses activités pédagogiques. Vous avez un exemple encore récent c'est Capgemini.
qui est plutôt un acteur installé en Île-de-France, qui a l'habitude de travailler avec les grandes écoles en France, qui là vient de signer un gros contrat avec Coursera, chez qui il va s'appuyer sur plusieurs centaines de cours. Donc là aussi, il va chez un mandataire, j'ai envie de dire, de la formation, un agrégateur de contenu en se disant ça c'est bien ici, ça c'est bien là. Parfait, j'ai tout le catalogue pour mes collaborateurs. Donc là, il y a vraiment un point de vigilance à avoir pour les acteurs de la formation et de l'enseignement supérieur sur le contenu et voir comment, parce que là, Rémi a dit quelque chose de très important sur le formateur, sur l'enseignant, sur son rôle, et son rôle qui est de pouvoir former, vraiment au sens propre du terme, en fait, des jeunes personnes ou des gens qui sont en activité professionnelle à un objectif qu'ils se sont dessinés. Voilà, et c'est ça. Et donc, la transformation, elle va intervenir aussi au niveau de celui qu'on appelle l'enseignant aujourd'hui, de façon profonde. Bien. Alors, on reste encore, chez le sujet du jour, on ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher non plus, on reste sur la transformation digitale et avec une problématique assez forte pour nous, Européens et Français, et qui revient souvent, c'est celle de la souveraineté. Surtout avec les outils, notamment face à tous les géants, tous les GAFA ou les GAFAM. Voilà, il y a Google Classroom, il y a beaucoup d'écoles qui sont passées à Microsoft Teams, on utilise Zoom. Pour ceux qui étaient là au tout début, Rémi nous a suggéré un outil de visio français. Livestorm, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment, faire sans les géants pour lancer une transformation? Et est-ce qu'on peut arriver à faire une transformation digitale qui est française ou européenne, qu'on soit une école ou qu'on soit une autre entreprise? Et là, ma question est très ouverte. Elian, je pense que… Ouais, si je peux me permettre, je vais commencer. Juste pour préciser quand même le cadre de l'enseignement supérieur, mais plus largement de l'enseignement, ce qui a toujours protégé l'enseignement supérieur, c'est sa capacité à diplômer. Et pendant très longtemps, les acteurs de l'enseignement supérieur se sont sentis protégés par cette capacité, enfin par ce diplôme, qui était comme une barrière infranchissable pour tous les outsiders qui étaient en dehors du champ et qui étaient, eux, dans la capacité de diplômer. Au nombre desquels il y a les plus grands acteurs du numérique que tu viens de citer, qui soient américains, bientôt chinois et on l'espère européens un jour. Et avec ce qui vient de se passer avec la crise du Covid, en fait, toutes les grandes écoles, mais plus largement tout le système éducatif a été obligé de se retourner vers ces grands acteurs en leur demandant quasiment de l'aide pour pouvoir mettre en place des solutions de distancielles. Et en faisant ça, en fait, on a ouvert la porte à ces usages. On a ouvert la porte à une sorte de brèche dans le système de l'enseignement supérieur, et d'autant plus dans l'enseignement supérieur comme le nôtre dans les écoles de management, puisque depuis longtemps, on est observé par ces grands acteurs qui n'attendent qu'une chose, et on le voit avec Microsoft avec sa stratégie de racheter Lynda, de racheter ensuite LinkedIn, de commencer à créer tout un parcours qui va aller de la formation avec des badges qui vont être identifiés, qui vont être mis sur LinkedIn, et derrière, on va vendre de l'abonnement payant premium pour pouvoir mettre en avant ces certificats qui ne sont pas forcément des diplômes. Olivier vient de rappeler la problématique des agrégateurs de contenu, et en fait, on va avoir maintenant deux mondes qui vont arriver, qui vont être celui du diplôme, qui restera, quoi qu'il en soit, un élément fondamental dans le parcours académique d'un étudiant, mais aussi, à côté de ce diplôme, ces certificats qui vont prendre des places de plus en plus importantes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des entreprises qui demandent, avant de postuler chez elles, d'avoir des certificats. Alors, pour l'instant, c'est plutôt dans des métiers techniques, mais ça peut très vite arriver dans d'autres typologies de métiers. Pour ta deuxième question, qui était de dire, est-ce qu'il y a un risque de souveraineté? Clairement, oui. Tous les messages, toutes les inquiétudes, toutes les craintes qu'il y a pu y avoir à l'utilisation de Zoom le lendemain du confinement, vous avez vu, il y a eu un effet de prisme sur Zoom, puisque tout le monde l'utilisait, que ce soit les gouvernements pour faire leurs conseils de ministres, les écoles pour faire les cours, les entreprises pour faire leurs réunions, a montré qu'à un moment donné, effectivement, ne pas avoir des grands acteurs du numérique sur son territoire économique, c'est quelque part perdre la guerre. Et en France, on voit
ou en Europe plus largement, le fait qu'on n'ait pas de moteur de recherche européen, ou du moins il y a une volonté de le faire, mais ça a énormément de difficultés, face à un Google qui a tellement pris d'avance et qui sont assis sur une telle montagne d'argent que j'ai un peu l'impression que la guerre est perdue d'avance. Par contre, là où on peut être très fort et là où on peut certainement créer, et c'est ce que doit faire l'Europe, créer son sillon, c'est d'inventer des modèles alternatifs, de se battre avec agilité en proposant, et là c'est ce que fait Rémi avec son association qui fédère toutes ces nouveautés, et de tous ces projets émergeront des licornes. Et nous, en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur, mais plus largement toutes les organisations qui ont besoin d'implémenter de la formation, et c'est là où il y a une jonction entre l'école et l'entreprise, doivent avoir une sorte alors, ce n'est pas de la préférence nationale pour le coup, mais une préférence européenne, d'aller chercher ces outils européens, d'aller en faire la promotion, et puis plus largement, puisque toutes les grandes écoles, ou une grande partie des grandes écoles s'exportent, ça c'est une tradition très française, et bien aussi en faire la promotion en dehors des frontières européennes, en dehors des frontières françaises. Mais ça demanderait en fait alors, la notion de plan Marshall est toujours un peu galvaudée, mais il faut un plan Marshall de l'investissement du digital en Europe, clairement. Mais là, c'est des centaines, voire des milliers de milliards qu'il faudrait mettre sur la table pour pouvoir rattraper des entreprises comme Google, Facebook, Amazon, qui ont maillé le monde en fait de leurs solutions. Mais on voit bien que sur l'hyperstructurant, enfin, si on prend l'exemple de la 5G, effectivement, il y a comme une forte dépendance mais en revanche, sur les techs, il y a beaucoup d'acteurs français qui sont vraiment très qualitatifs sur des produits, des solutions vraiment très innovantes et surtout très pertinentes pour l'apprentissage. Et il y a plein d'exemples, en fait, parmi les techs que tu animes, qui sont vraiment des choses hyper performantes, quoi. Je veux dire, c'est un vrai plaisir que d'aller fouiner dans son catalogue, parce qu'on est sûr de trouver quelque chose de très fort. Et alors après, la difficulté, c'est d'intégrer toutes les nouveautés. Et donc, c'est vrai qu'on fait des choix, et chacun fait ses choix pour en intégrer quelques-unes. Mais le problème, c'est quand même ce qui va être hyper structurant, les réseaux ou même la visio, quoi. Clairement, pour l'instant, en visio, on n'est pas très à niveau pour faire des choses très, très solides, très volumineuses en masse. Mais en revanche, sur de l'innovation très agile, sur l'apprentissage, franchement, il y a vraiment beaucoup de belles choses. Et si je peux rajouter quelque chose, je pense que la question elle se pose aussi en capacité de production de connaissances et de recherche. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas la culture française et ce n'est pas non plus la culture européenne. On est certainement très bon en recherche fondamentale, et du moment où il faut basculer à l'applicatif et transformer ça en business, c'est difficile, et surtout cette incapacité à faire grossir des projets et de les porter à une classe mondiale, c'est complexe. Et je pense que, et notamment dans les écoles ou les universités, la notion de la recherche autour de tout ce qui est autour du digital, de tout ce qui est autour de la transformation digitale, des usages, et comment on amène les gens à réfléchir différemment et à aller chercher de nouvelles modalités qui vont se traduire forcément en outils, et ça, c'est quelque chose qui doit être poussé, qui doit être financé. Il doit y avoir vraiment des plans de financement très importants. Le ministère de l'Enseignement supérieur doit, et plus largement le ministère de la Recherche, doit avoir des incitations fortes pour animer ces communautés. Et puis, les grandes écoles, elles aussi, ont, au travers de chaires, au travers de projets, à le même moment dit, on a une chaire sur la transformation digitale et numérique. On produit de la connaissance pour tout ça, et après, il faut la diffuser. Et voilà. Et c'est qu'à force d'agréger toute cette connaissance qui sera produite par les universités, par les écoles, qu'on pourra commencer à pouvoir avoir prétention de se battre avec ces géants. Oui, il existe des alternatives françaises ou européennes à Zoom, à Slack, etc. Ces outils existent. Simplement, ils ne sont pas en capacité aujourd'hui de passer à l'échelle, parce que le marché, pour l'instant, n'existe pas vraiment. Je connais plein de boîtes EdTech qui proposent des solutions très virtuelles, qui sont passées de
de 1000 à 10 000 élèves. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à la capacité que Microsoft ou Google peut gérer? C'est microscopique. Donc, il y a probablement un réflexe à avoir et puis aussi à se poser la question des modèles économiques. Pourquoi on utilise Zoom? Pourquoi on utilise WhatsApp? Pourquoi on utilise Slack? Parce que ça ne nous coûte rien. C'est zéro. On le télécharge et ça marche. Si ça ne coûte rien, dites-vous bien qu'il y a une astuce, quoi. Le modèle économique des entreprises françaises n'est pas des données. Donc, si on veut gagner sa vie, si on veut développer, si on veut embaucher, si on veut payer ses salariés, il faut vendre ses produits. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Et c'est peut-être à nous, consommateurs, de nous dire que quand c'est gratuit, peut-être que et qu'en plus, c'est bien fait, parce qu'il faut le reconnaître. Il y a peut-être derrière un risque pour notre souveraineté. Et moi, je ne suis pas anti-GAFAM, par ailleurs. Il faut être complètement schizophrène. J'ai un Mac, j'ai un Apple, j'ai un compte Google. Enfin, on ne va pas devenir complètement fou non plus. Mais il faut évidemment faire attention, et peut-être encore plus quand il s'agit d'éducation. Que demain, on utilise une plateforme qui se développée aux États-Unis, comme c'est le cas déjà, enfin, l'outil du CNED, ma classe à la maison, c'est Blackboard qui est derrière. C'est une société américaine. Bon. Donc là, on ne donne pas vraiment l'exemple. Mais après tout, si ça marche, si c'est respecté des données, vaille que vaille, les Américains auraient été meilleurs que les Français. Mais quand demain, il n'y aura plus de solutions EdTech pour produire de la ressource, je n'ai pas envie que mes petits-enfants, ou même mon fils bien a été écrit depuis la Chine ou depuis l'Inde. Ça pose des vraies questions derrière, au-delà de la transformation, des questions de souveraineté. Et puis, voilà, il s'agit d'éducation. L'avenir d'un pays, ça se construit dans les écoles, dans les universités, dans les centres de formation. La transformation digitale, elle va toucher aussi un point qui est très sensible. Si on se met du côté si on est sur Internet et dans le numérique, elle va toucher l'utilisateur. On en parle beaucoup parce que ça englobe beaucoup de choses. Quand on est sur une application, quand on est sur un site, il y a une notion aussi d'expérience client dès lors qu'on touche à tout l'univers du retail. Donc, tous les éléments, tous les points de contact qu'on a avec l'enseigne dans laquelle on va se rendre, où est-ce qu'on va acheter ses produits, que ce soit un jean ou que ce soit des pâtes et du papier toilette pour le confinement. Est-ce qu'il y a une notion à l'EM qui est assez complexe, mais d'expérience étudiant, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte puisque ça englobe aussi beaucoup d'éléments de la transformation? Et la question va s'adresser à Olivier. Ah, c'est pour moi. OK. Oui, je crois que Elian a dit beaucoup de choses déjà sur le sujet. Ce qui fait qu'on va être en mesure demain de donner envie à nos étudiants de venir chez nous, c'est parce qu'on va leur apporter une expérience totalement unique. Et donc, on travaille cette notion d'expérience étudiante, d'expérience apprenante, en fait, maintenant depuis longtemps. Et on accentue ça encore depuis quelques mois avec Elian et certains éléments qu'il met en place actuellement. C'est vraiment central en fait à notre activité. C'est comment on peut dire à un jeune, un étudiant ou un stagiaire de formation professionnelle, viens, choisis une formation à l'EM Normandie et tu vas vivre quelque chose qui va te transformer. Tu vas te créer un réseau. Ton métier, tu vas pouvoir l'assumer pleinement. Tu auras toutes les compétences nécessaires. Tu vas avoir un encadrement de rêve, j'ai envie de dire le mot tout simplement, parce que tes enseignants, en fait, sont plus ces enseignants qu'on a l'habitude de connaître, mais sont ces enseignants qui sont capables de te conseiller, de t'accompagner, de faire en sorte de te motiver pour aussi dépasser les difficultés que tu peux rencontrer au cours de tes apprentissages, parce que tout n'est pas forcément simple dans un cycle de formation. Donc, c'est tous ces éléments mis bout à bout, sans compter tous les autres services en fait, qui gravitent autour du service à l'étudiant et qui vont faire cette richesse assez exceptionnelle. Et ça, en fait, on est capable de l'offrir. Aujourd'hui, on est capable de l'offrir. On sait qu'on peut encore mieux faire, justement parce que la transformation digitale apporte des outils qui nous permettent de créer ce lien, ce réseau, cette communauté d'apprentissage. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir se différencier par rapport aux GAFAM dont on parlait tout à l'heure et qui veulent devenir des acteurs de la formation. Ils jouent la masse en la différenciation. Et en pouvant jouer la différenciation et l'unicité d'un être, je crois qu'on peut recentrer complètement sur l'humain et jouer là vraiment la différence et l'expérience. J'ai une question pour Elian qui nous vient d'un participant. Est-il envisageable de poursuivre l'apprentissage de façon virtuelle pour les prochaines années? Les cours reprendront-ils de manière physique?
C'est une question très précise, très Oui. pédago. Les cours reprendront. Alors, vous savez que pour l'instant, le déconfinement se passe bien. On ne sait pas ce qui va se passer au mois de septembre. En tout cas, le ministère de l'Enseignement supérieur nous a demandé de prévoir des modalités qui nous permettront de donner des cours en présentiel ou en distanciel ou en Twinings Delivery, à savoir des groupes réduits en salle de classe et des groupes à distance, puisqu'on en peut parler. Pour ce qui est aujourd'hui de la possibilité de suivre son alternance en full distanciel, c'est des réflexions que nous avons, mais qui doivent être connectées en fait à la question d'avant. C'est-à-dire que faire une école de commerce, ce n'est pas que suivre des cours. Faire une école de commerce, c'est vivre une expérience. Et cette expérience, elle est aussi bien en salle de classe qu'elle est dans la cafétéria, dans les associations, sur le terrain de sport, dans les soirées, dans les préfètes. C'est ça, vivre une expérience d'école de commerce. Et considérer qu'une école n'est qu'une école si elle donne des cours, bah, c'est faire fi de certainement 50% de ce qu'elle amène en plus. Et donc, on est très, très vigilant et très précautionneux par rapport à cette notion de full digital. Et pourtant, on a été la première école à avoir l'autorisation du ministère à délivrer le grade de master en 100% distanciel. Mais voilà, on mise beaucoup sur l'expérience. Et pour rajouter quelque chose sur l'expérience, c'est que ce qui est extraordinaire avec ce qu'on vit et ce que nous propose le digital, c'est que ça permet d'aller au-delà des frontières de ce qu'est l'enseignement des sciences de gestion pour une école de management. Et ça crée des ponts, ça nous permet de relier en fait des enseignements, d'aller chercher des compétences dans d'autres écoles. C'est ce que disait Olivier tout à l'heure, d'agréger dans des cours des socles fondamentaux en sciences sociales, des socles fondamentaux en sociologie, en histoire de l'art, peu importe, et on construit des parcours qui sont individualisés, et en fait, l'étudiant, grâce à ça, crée sa propre expérience, et en fait, il crée quelque part en fait, sa propre personnalité. Et ce qui était beaucoup plus difficile en fait, dans des structures qui étaient très monolithiques, où le cours était en présentiel, et pour avoir un cours, il fallait être physiquement présent dans la salle de classe, et le professeur diffusait un cours, et on ne pouvait pas se dupliquer. Là, on peut créer des parcours qui sont totalement différents, en mixant du présentiel, du distanciel, du blended learning. Voilà. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans l'approche. Et effectivement, si je peux me permettre de compléter ce que dit Elian, c'est que l'idée, ce n'est pas de sortir tous les étudiants justement des campus. Hein. Nos campus, ils existent, ils ont effectivement une vraie nécessité, parce que quand on parle de la vie étudiante, tu le disais Elian, il y a la vie de campus, il y a tout ce qui s'y passe, il y a les interactions. L'idée, c'est plutôt de raccrocher ceux qui sont à l'extérieur à l'intérieur, c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand on parle de ce double twinning delivery là, il y a des étudiants qui physiquement sont présents dans la salle. L'idée, c'est que ceux qui ne peuvent pas, pour X raisons, parce qu'ils sont à l'international, parce qu'ils vivent une autre expérience à ce moment-là, ils puissent bénéficier de cette vie de campus aussi, et de partager en fait un cours avec des vrais étudiants qui sont physiquement. Donc, c'est pas qu'être derrière un écran. L'objectif n'est pas de dépeupler les campus, c'est de pouvoir mixer cette expérience-là justement, et de ramener à l'expérience campus des étudiants qui, pour différentes raisons, ne sont pas physiquement présents. Et ça, je pense que c'est effectivement le numérique, le digital nous permet ça. Donc, ce sont des éléments qui sont plutôt positifs, et c'est pas, faut pas le voir que de les sortir, faut les ramener aussi. On parle du campus full numérique, campus digital. Tu le dis souvent, Elian, faire un campus digital, ça veut pas dire un campus virtuel. Ce qui est à prendre d'abord en compte, c'est que dans ce campus-là, bien qu'il soit virtuel, l'étudiant a une vraie expérience de vie de campus. Donc, c'est comment recréer tout ça avec des outils, parce que physiquement, l'étudiant ne peut pas être présent. Donc, je pense que c'est important de le voir de façon positive et pas uniquement dans un sens, quoi. Et puis cette opposition entre présence et distance, en fait, on va dire, c'est la discussion du moment,
mais elle va très vite disparaître parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, Stéphanie, voilà, il faut jouer sur les complémentarités en fait, des situations, sur les contraintes que les uns et les autres peuvent vivre. Et en fait, la solution qu'on doit apporter, c'est une solution qui répond aux besoins et aux contraintes de chacun. Et c'est là où la complémentarité digitale, présence, distance, etc., peu importe le vocabulaire, mais tout ça va se fondre très, très rapidement. En fait, il n'y aura plus qu'un seul mot, c'est on se forme, et on se forme de la meilleure façon possible. Et juste, je parlais tout à l'heure de la visite du campus que j'avais réalisé il y a quelques mois au Havre. Il est à l'image, ou il va être à l'image de ce que doit être un campus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un campus d'école, ça ne peut plus être en 2020 un hall, un amphi, des bureaux, des salles de classe. Aujourd'hui, c'est un lieu de vie, aujourd'hui, c'est un lieu d'échange, aujourd'hui, c'est un lieu d'expérimentation, aujourd'hui, c'est un lieu collaboratif. On a encore besoin de mettre 200 ou 300 élèves dans un amphi pour écouter la messe. Je ne suis pas certain. Il y a d'autres façons de faire et on aura besoin d'un campus physique, ne serait-ce que pour incarner un lieu, un programme, une idée, et puis pour se retrouver, pour échanger, pour partager, pour avoir un point d'ancrage. Je crois au campus physique, mais je crois qu'ils doivent évoluer et c'était le bon moment pour avoir un projet immobilier parce que ceux qui l'ont réalisé il y a 10 ans, c'est ballot. Hein. J'allais dire, c'est pas l'EM Normandie qui va dire qu'il n'y a pas besoin de campus physique, puisqu'on a un tout beau, tout neuf là, qui va bientôt ouvrir ses portes et qui est à l'image, qui est vraiment représentatif de tout ce qu'on est en train de se dire, parce qu'il est physique, mais il est à l'image de la transformation digitale et plus loin que ça, de ce qui est imaginé dans l'école. Il va même être conjoint, partagé avec les cités numériques. Donc, on est vraiment au cœur je trouve que c'est un beau bâtiment totem qui va représenter tout ce qu'on est en train de se dire. Et il est très physique, là, pour le coup. Hein. Et pour faire le lien avec ce que tu disais, Rémi, sur les campus, et plus largement sur tous les campus qu'on voit émerger ou sortir de terre au niveau international, dont le nôtre, c'est que l'expérience que vont vivre en fait, les étudiants se calque un peu sur l'expérience qu'ils vont vivre en entreprise. Et en fait, un campus avant était quelque chose de complètement, comme tu le disais, hein, c'était un amphi, une salle de cours, un hall, un réfectoire, et puis voilà. Et en fait, c'était très très loin en fait, de l'expérience que pouvait vivre un étudiant, un diplômé quand il rentre dans une entreprise. Or, aujourd'hui, les campus sont pensés comme des espaces de vie au même titre que sont organisées les entreprises. Et pour faire le lien en fait, entre enseignement supérieur et organisation ou entreprise, en fait, le rôle de l'enseignement supérieur, et particulièrement le rôle des grandes écoles aujourd'hui de management, c'est de préparer les acteurs du changement de demain. Et les acteurs du changement de demain, la transformation digitale, va être portée par des acteurs du changement. Et ces acteurs du changement, il faut qu'ils soient en capacité d'avoir expérimenté ce que c'est la transformation digitale dans leur propre organisation, qui est une école pour le coup, à savoir l'école de management qu'ils ont choisie. On va leur donner les outils, ils vont expérimenter les outils, mais au-delà de ça, ils vont expérimenter aussi les usages. Et avec cette acculturation, ils vont arriver en fait, dans le monde de l'entreprise déjà forts d'une expérience et acteurs de ce changement. Et la transformation digitale, elle est en cours aujourd'hui et à tout le niveau des organisations, mais elle va être encore plus portée avec les générations qui arrivent, qui vont avoir complètement ça dans leur ADN. Moi, depuis, alors je suis pas né dans les années 2000, hein, je suis né au XXe siècle. Depuis 3 ans, en fait, les écoles recrutent des étudiants qui sont nés après l'an 2000. Donc, c'est quelque chose à prendre véritablement en considération. On parle de digital native, c'est quasiment même plus ça. Ils sont nés avec, ils sont digital actifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont nés avec ça et en fait, ils ne peuvent pas s'en passer. Et nous, les écoles, on doit rattraper peut-être ce retard qu'on avait et anticiper complètement l'impact que vont avoir ces nouvelles générations sur les organisations de demain. Et ça, c'est des travaux qui sont faits en interne par la chaire Management de la transition numérique qui est pilotée par Mathilde Debry au sein de la Normandie. Et toute la logique, en fait, c'est de voir comment ces nouvelles générations qui vont arriver dans les organisations vont les transformer. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ça qui, en tout cas, moi, me plaît dans le métier de directeur général d'une école, c'est qu'on a un impact transformationnel à terme et sociétal sur les grands enjeux de demain, ou du moins, on peut contribuer à notre petit niveau à essayer d'apporter des réponses aux grands enjeux de demain. Voilà. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner parfaitement sur une question qu'on nous a déjà posée sur les compétences numériques des étudiants, la préparation des élèves aussi à rejoindre d'autres entreprises. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui
s'activent et amorcent leur transformation digitale. Certaines sont plus matures que d'autres, certaines sont en pleine transformation, donc sont en pleine évaluation aussi parfois de solutions, en recherche aussi stratégique. Comment est-ce qu'un établissement d'enseignement supérieur, comme l'EM Normandie, peut adapter ses formations pour que les élèves qui en sortent soient déjà adaptés aussi à ces entreprises en transformation? Ce qui n'est pas forcément évident puisque il y a un enjeu qui est assez fort aussi, je pense, dans le côté management. Alors, il y a peut-être deux niveaux de réponse. Je prends le premier, Lilian, je te laisse la suite sur notre offre. Le premier niveau, c'est effectivement, et c'est une question qui a été posée, je crois, par Élise, je vois là dans le flux de questions, sur le fait, est-ce que les étudiants, en fait, pendant la crise, ont réussi à se connecter? Est-ce qu'il y avait un taux de participation? Ouais. Enfin, je veux dire, le taux de participation, c'était 100%. Enfin, il y avait l'absentéisme, on va dire, habituel. Là aussi, il n'y avait rien de différent avec l'ordinaire. Mais c'est parce qu'il y a une préparation. Et la préparation, c'est que l'école, depuis plusieurs années, a mis en place ce qu'on appelle un parcours numérique. Et un parcours numérique qu'elle fait évoluer sensiblement cette année, en y introduisant justement l'intelligence artificielle, la robotique, en fait, tout ce qui est en train de dessiner, je dirais, les transformations digitales de demain. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, formation aux compétences numériques des étudiants. Voilà, formation aux compétences numériques. Mais après, il y a tout ce qui est fait au niveau des programmes, Elia. Oui, alors, on ne va pas rentrer dans le détail des programmes, parce que je vous invite à aller regarder sur le site internet de l'EM Normandie pour les programmes. Je pense plutôt, en fait, ce qui anime la direction des programmes à l'EM Normandie, c'est de mettre nos étudiants en capacité d'apprendre à apprendre. Ouais. Très honnêtement, il y a 7 ans, quand je suis rentré à l'école, j'étais responsable des relations entreprises. Il y avait des jobs qui sortaient, on ne les connaissait pas. Et les jobs qui sortaient il y a 7 ans, aujourd'hui, n'existent plus parce qu'en fait, ils sont déjà désuets. On forme des étudiants sur des séquences de formation qui vont jusqu'à 5 ans. Dire aujourd'hui, alors forcément, on fait des programmes, mais dire aujourd'hui, envisager les métiers de demain et les enjeux de demain, c'est extrêmement difficile. Par contre, être sur des fondamentaux qui sont apprendre à apprendre, le savoir-être, les soft skills, et surtout, parce que j'aime beaucoup parler des soft skills, j'ai aucun problème là-dessus. Mais je pense qu'à trop parler des soft skills, on oublie les hard skills. Et dans les hard skills, il faut revenir aussi à cette notion de hard skills. Et il y a des compétences techno très importantes à avoir, il y a des compétences mathématiques très importantes à avoir, de logique aussi, conceptuelles. Et ça, c'est ce qui va aussi régler le monde de demain. On est dans un monde qui est sous-tendu par un énorme algorithme qui est piloté. Voilà, tous les modèles économiques sont sous-tendus par des modèles digitaux aujourd'hui. Et être un étudiant d'une école de management, c'est aussi comprendre ça. Et nous, c'est les former à ça. Alors, il y a des programmes spécifiques qui tournent autour du digital, autour de finance et fintech, des choses comme ça. Mais j'ai envie de dire, ces programmes, ils évolueront au fur et à mesure que les enjeux évolueront. Rien n'est inscrit dans le marbre. Bien. Alors, notre webinaire va bientôt toucher à sa fin. Malheureusement, le temps passe vite quand on s'amuse. Dernière question, mais qui finalement a peut-être pu être posée et va peut-être aussi prendre du temps en termes de réponse, puisque elle s'adresse à vous, Stéphanie, et à vous, Rémi. Mais pour vous, quels sont les défis majeurs de la transformation digitale pour les entreprises? On a parlé de data, on a parlé peut-être de souveraineté, on a parlé d'usage, d'expérience, de DSI aussi. Quels défis majeurs doivent relever les entreprises pour la transformation digitale? Et on va commencer par vous, Stéphanie. J'ai peut-être Rémi. Prétention d'avoir la réponse à la question. Hein. Je ne voudrais pas mettre la pression à Stéphanie, mais l'enjeu majeur, c'est de réussir sa transformation. Parce que c'est se transformer ou mourir. Donc déjà, on a quelque chose de très simple. Oui, c'est de réussir sa transformation. Et c'est aussi avant tout, et pour la réussir, il faut se fixer des objectifs. Donc, il faut écrire une feuille de route. Comme vient de le dire Elian dans le domaine des métiers et de l'apprentissage, il faut rester très agile. C'est-à-dire que la feuille de route, on sait parfaitement que ça va évoluer. Il faut rester très souple et très ouvert à ce qui se passe parce qu'on ne peut pas écrire dans le marbre sa transformation digitale dans les 3 à 5 ans qui viennent. On sait tous que ce qu'on va écrire aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va faire. En revanche, avoir une vision stratégique de ce qu'on veut faire et emmener l'organisation, porter
que ce soit la colonne vertébrale en fait d'une transformation plus globale, je pense que c'est fondamental. Donc ça veut dire, pour considérer qu'on l'a réussi, il faut forcément l'écrire, se fixer une feuille de route, des objectifs et être suffisamment agile effectivement pour réorienter ça au fil du temps. Et puis bien sûr mesurer ce qu'on fait par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et on va revenir à la data et au KPI, il y a eu beaucoup de questions, j'ai vu dans le flux de questions. C'est se donner des objectifs, les mesurer, être capable de calculer aussi. Enfin, il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on va calculer un retour sur investissement parce que, encore une fois, il y a des coûts qui sont derrière tout ça. Il y a peut-être, je l'ai dit déjà, mais des business models à réinventer, à trouver. Et réussir sa transformation digitale, pour moi, ce n'est pas qu'uniquement, encore une fois, avoir mis en place les outils, mais c'est se donner une vision stratégique quand même suffisamment lointaine et savoir mesurer si on a atteint nos objectifs. Donc, je pense que c'est fondamental. Comme beaucoup de transformations d'ailleurs. Il y a aussi Céline là, qui à la fois pose une question et apporte un élément de réponse dans le flux. Les outils ne sont qu'un moyen. La question, c'est quelle est la nouvelle proposition de valeur pour les écoles induite par la transformation digitale, quoi. Voilà, c'est ce que tu viens de dire, Stéphanie. Je pense que c'est la traduction de ma pensée, si elle n'était pas claire, mais c'est ça, oui. Non, mais c'est ça, quoi. Je veux dire, ce qui est important, c'est d'imaginer une proposition de valeur. Enfin, mais oui, et après, on réfléchit à comment on la met en œuvre et les moyens dont on va avoir besoin. Mais déjà, si on ne sait pas où on va… Est-ce que c'est apparu plusieurs fois en fait dans le flux? C'est toujours cette opposition entre machine, outils et humains. En fait, c'est clair, enfin, dans notre esprit, et je crois que ça doit l'être chez chacun. Ce qui est important, c'est d'abord ce qu'on apporte à celui qui est votre usager. Voilà, c'est quel service on veut lui rendre, qu'est-ce qu'on veut lui apporter, et à partir de ça, en fait, on peut imaginer les outils qu'on va mettre derrière. Et c'est là où on adapte en fait. Qui seront au service. Au service de cet objectif. Il ne faut pas subir la transformation. Ouais. Je suis très envieux là. Juste un mot avant de terminer, parce que moi, quand j'étais directeur d'école, la transformation consistait à transformer l'école pour qu'elle réponde aux critères d'ACSB et des quiz. Voilà. Non, mais on est bien au-delà de ça, nous, Rémi. On a dépassé tout ça. Mais c'était pas excitant comme projet. Et puis, tu sais non seulement ça va être le contraire. Hein. Mais tant mieux. Et en plus, ça, c'est fait. Nous voir, et franchement, piloter une transformation d'un produit pédagogique, d'une entité, d'une organisation dans un monde qui est en plein bouleversement parce que les compétences changent, parce qu'il y a de nouveaux entrants, etc., qui nous bousculent, parce que la notion de diplôme, comme l'a dit Elian, elle est fragilisée. Je trouve ça beaucoup plus passionnant d'être un navigateur en pleine tempête que franchement de pousser une petite barque sur un lac avec en plus des requins. Donc c'était quand même pas cool. Voilà. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Vous avez été très nombreux à nous poser beaucoup de questions. Ça a été très difficile de faire des choix et d'arriver à en sélectionner. Il y a encore les équipes ont continué à vous répondre aussi en privé pour certains sur Zoom. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été très nombreux, très actifs. Il faudra peut-être un deuxième webinaire pour pouvoir continuer à répondre à toutes ces questions, puisqu'on aurait pu, je pense, continuer jusqu'à tard dans la nuit et parler d'éducation, de transformation digitale. Il y a eu un pic à plus de 200, hein, ce qui est rarissime, parce que moi, je fais des webinaires tous les 2 jours. Je peux vous dire, je n'en ai pas vu souvent des pics à plus de 200. Ah ouais, mais… Nous étions sur un sujet très fédérateur. Sans compter Facebook, Rémi. Ah oui, en plus. Ouh là là. Oui. Ah ouais. Et sur TikTok, non? Parce que j'ai vu que tu avais un compte, Olivier, sur TikTok. Là. Tu nous mets une petite vidéo là qu'on finisse en beauté. Merci à tous.